Monsieur Joël Giraud pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste. Vous avez 15 minutes, monsieur le député. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure générale, chers collègues, nous débutons ce soir l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2016. Celui-ci confirme dans son architecture d'ensemble les priorités du gouvernement en faveur de la jeunesse, de la sécurité et de l'emploi, sur lesquelles l'ensemble de sa majorité le rejoint. La jeunesse d'abord, avec la montée en charge du service civique, le plan numérique pour l'éducation, les efforts persévérés dans l'éducation nationale avec la création de 8 500 postes supplémentaires, ainsi que l'effort budgétaire exceptionnel de 100 millions d'euros dans l'enseignement supérieur récemment annoncé par le Premier ministre pour faire face au nombre croissant d'étudiants. La sécurité ensuite, avec le plan de lutte contre le terrorisme, renforcé encore par l'annonce du gouvernement lors du débat dans l'hémicycle du 16 septembre, de la création de 900 postes supplémentaires dans les effectifs de police et de gendarmerie, et notamment de police aux frontières. Et enfin, l'emploi, avec 445 000 emplois aidés, dont 95 000 emplois d'avenir en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes, soit 100 000 emplois aidés de plus que dans la dernière loi de finances. Le développement de 60 000 entrées en formation supplémentaire financées par le Fonds paritaire et par Pôle emploi, ainsi que l'aide exceptionnelle de 4 000 euros pour l'embauche du premier salarié dans les TPE. Certaines de ces mesures sont financées par le décalage de 3 mois de la baisse des cotisations pour les salaires entre 1,6 et 3,5 SMIC, et en cela, vous avez tout le soutien du groupe de RDP. Dans ce projet de loi de finances pour 2016, le gouvernement entérine également sa volonté de relancer l'économie par le pouvoir d'achat des ménages, en desserrant dans la justice la pression fiscale sur les foyers moyens et modestes, à hauteur de 2 milliards d'euros en 2016. Au total, nous enregistrons donc une baisse d'impôts pour 12 millions de foyers, soit les 2/3 des ménages français soumis à l'impôt sur le revenu, pour un montant total de 5 milliards d'euros depuis 2014. Le groupe de RDP se félicite bien entendu de la poursuite de l'allègement des prélèvements obligatoires qu'il appelle de ses voeux depuis le début du quinquennat. Cet allègement est doublé du lancement à moyen terme du prélèvement à la source, visant à supprimer le décalage d'1 an du paiement de l'impôt sur le revenu, qui pénalise plus particulièrement les salariés du privé qui ont des parcours professionnels accidentés, et ils sont nombreux. Toutefois, la simplification proposée par le gouvernement demeure assez circonscrite. D'abord, la première tranche de l'impôt sur le revenu, à savoir la contribution sociale généralisée, n'est pas vouée à devenir progressive, alors justement qu'elle est aussi acquittée par les Français les plus modestes. La conjugalisation et la familialisation de l'impôt sur le revenu ne sont pas remises en cause, alors que ces principes archaïques sont issus d'une époque où le travail des femmes n'était pas encouragé. Enfin, le système complexe de nos niches fiscales, par des réductions et crédits d'impôt, est expressément conservé malgré toutes les difficultés à contenir et justifier économiquement nos dépenses fiscales, et malgré surtout leur caractère injuste au plan social pour certaines d'entre elles. Le gouvernement prévoit, entre CICE, CIR, TVA, impôt sur le revenu et les autres, 430 niches pour plus de 83 milliards d'euros en 2016, soit 1,2 milliard de plus que prévu dans la loi de programmation 2014-2019. Faire le tri parmi ces 430 niches permettrait d'en déduire le coût, ainsi que de poursuivre l'allègement des prélèvements obligatoires, notamment en faveur des ménages les plus modestes. Il faut en effet admettre que l'introduction du CICE a littéralement fait exploser les dépenses fiscales et a rendu leur maîtrise particulièrement ardue. Le rapport de septembre du comité de suivi abrité par France Stratégie note que 25,4 milliards d'euros de CICE ont été dépensés depuis le 1er janvier 2013, dont 15,8 effectivement décaissés par Bercy au 31 juillet 2015. 13 milliards de CICE sont également programmés dans ce PLF pour l'année prochaine. Ces sommes sont colossales pour les finances publiques. Pour autant, d'après France Stratégie, elles auraient pour le moment été davantage fléchées vers les salaires, car le taux de marge des sociétés non financières est retombé en moyenne de moins 0,3 à 29,4 en 2014. En effet, le Haut Conseil des finances publiques avait anticipé dès 2014 que même si le CICE était une baisse de charge stricto sensu, ce qui n'est pas réalisé dans ce PLF pour 2016, celle-ci serait susceptible d'avoir moins d'impact sur l'emploi dans la situation actuelle de marge dégradée. Aussi, s'il est indéniable qu'à ce stade, le dispositif ait permis d'éviter des faillites et des licenciements et qu'il soit simple et lisible, son impact direct sur l'investissement et le recrutement de nouveaux salariés tarde encore à se faire pleinement sentir. Certes, des PME et des TPE en sont bénéficiaires, mais il s'agit principalement de secteurs non délocalisables comme l'hôtellerie, la restauration ou encore la construction, alors qu'à l'inverse, la construction automobile, l'industrie informatique, électronique ou optique sont moins concernés du fait de la composition de leur masse salariale.
Il y a également, pour les fournisseurs, la question du racket au CICE, pour laquelle nous savons que le Gouvernement agit localement. Enfin, demeure pour les plus grands groupes, du fait de l'absence de ciblage du dispositif, la question non résolue des contreparties à la baisse structurelle et pérenne de leurs impôts, d'autant que ceux-ci bénéficient d'autres dispositifs d'optimisation fiscale. En effet, pour poursuivre sur le sujet des crédits d'impôt, j'en viens au crédit d'impôt recherche. Nous admettons que le Président de la République ait affirmé sa volonté de le sanctuariser pour l'ensemble de son quinquennat, et notamment d'écarter la réforme souhaitée par la majorité parlementaire qui concerne le calcul du montant du CIR au niveau de chaque intégration et non des filiales, réforme qui pourrait générer une économie de 530 millions d'euros par an selon la Cour des comptes. Aussi, ce PLF prévoit en 2016 une dépense de CIR à hauteur de 5,51 milliards d'euros, par ailleurs cumulable avec le CICE. Si nous ne préjugeons pas que ce dispositif soit favorable à notre économie, et c'est heureux au vu de son montant, soumis au secret fiscal, nous souhaitons attirer l'attention du Gouvernement sur une disposition votée par notre Assemblée le 1er octobre dernier dans la loi relative au patrimoine et qui vise à exclure pour les opérateurs privés leur activité d'archéologie préventive. Sans son adoption définitive en PLF 2016, nous maintiendrions un effet d'aubaine sur une activité non délocalisable, créant une distorsion de concurrence établie au détriment des acteurs publics de l'archéologie préventive. On peut aisément comprendre que l'archéologie préventive ressort de notre patrimoine collectif et non de la recherche et développement, et que nous n'avons aucun intérêt en réalité à réaliser des dépenses fiscales visant à accentuer la privatisation du secteur. En outre, l'amendement permet aux opérateurs privés agréés de conserver bien entendu le bénéfice du CIR pour l'ensemble des dépenses de R&D, comme les fouilles programmées, le développement de nouveaux procédés. Après l'optimisation, j'en viens à la fraude. Le groupe de RDP salue les mesures prises par le Gouvernement dans ce PLF et dans les précédents pour lutter contre la fraude à la TVA, pour obliger les multinationales à adopter une politique claire en matière de prix de transfert et pour accueillir chaleureusement nos célèbres repentis fiscaux. En la matière, le tour de force opéré par l'OCDE la semaine dernière, après des mois de négociations, est capital. Les ministres des Finances du G20 ont en effet endossé BEPS, ce fameux plan de lutte contre l'érosion de la base fiscale et le transfert des bénéfices en discussion depuis plusieurs années. C'est un moment historique, celui par lequel se rejoignent enfin le combat des associations, des ONG, des bénévoles qui bataillent depuis des années sur ces sujets, et ceux des États souverains qui, après la crise financière et en pleine crise de la dette, recherchent irrémédiablement de nouvelles recettes sans plus avoir de marge de manœuvre, ni sur les services publics, ni sur les ménages, ni sur les entreprises. Nous voilà donc dans cette période transitoire, puisqu'il faut rester optimiste, avant de rapatrier l'argent des paradis fiscaux, période pendant laquelle nous devons encore voter, paradoxalement d'ailleurs pour préserver notre souveraineté, des restrictions de dépenses. Je commencerai par la rationalisation des dépenses des agences de l'État, qui constituait un axe fort de la programmation triennale 2014-2019, avec la baisse de subventions et la diminution du plafond des taxes affectées. Le très bon rapport de nos collègues avait préconisé de cesser les prélèvements sur les fonds de roulement des chambres de commerce et d'industrie qui ont défavorisé les plus petites d'entre elles en 2015. Heureusement, cette année, pas de prélèvement exceptionnel. Et l'amendement que nous avons adopté en commission des finances le 7 octobre atténue de 20 millions d'euros l'effort de la CVAE. Je déposerai toutefois en seconde partie à l'article 52 qui crée le fonds de péréquation entre les CCI des amendements qui rendront éligibles les projets de formation dans les territoires ruraux et d'innovation, ainsi que des aides exceptionnelles aux petites chambres les plus en difficulté financièrement. Je poursuis sur les agences, avec le rabot important réalisé à l'article 14 par le Gouvernement sur Voies navigables de France. Nous souhaitons le maintien en 2016 du plafond de la taxe hydraulique. À cette fin, nous proposons que soit supprimée l'exonération introduite par la loi de finances pour 2010 de la taxe hydraulique pour les entreprises de production d'énergie frigorifique recourant au refroidissement par eau de rivière. En effet, le process de refroidissement par eau de rivière, basé sur un échange thermique entre le prélèvement en rivière et le circuit interne des machines frigorifiques, implique une alimentation en eau régulière et un volume suffisant permettant la dissipation de chaleur. Il est rendu possible par des ouvrages entretenus par Voies navigables de France. Concernant maintenant le sujet sensible de la baisse des dotations aux collectivités de 3,67 milliards d'euros en 2016, le groupe de RDP soutient résolument le maintien de l'amendement voté à l'initiative de notre collègue Christine Pires-Beaune et de la rapporteure générale, qui vise à étendre aux travaux de voirie le bénéfice du FCTVA. Un autre sujet nous paraît essentiel en termes budgétaires et environnementaux pour les collectivités locales,
et particulièrement dans les zones rurales et les zones de montagne. Il s'agit de l'élargissement du FCTVA à la location longue durée de véhicules, ce à titre expérimental pendant 3 ans, afin d'en mesurer les effets réels, qui risquent d'ailleurs d'être même favorables pour le FCTVA. Concernant le fonds d'aide à l'investissement local, créé à l'article 59 de 1 milliard d'euros sur plusieurs années, dont 150 millions d'euros décaissés l'année prochaine, nous nous félicitons qu'il contienne une augmentation substantielle de la DETR, la dotation d'équipement des territoires ruraux. L'élu rural que je suis souhaite connaître son montant pour 2016. Après, il est vrai, c'est pour ça que je suis monté, une forte hausse en 2015 consentie par le gouvernement dans le cadre d'un amendement parlementaire. En effet, si 150 millions d'euros sont décaissés sur le milliard du fonds d'aide, combien de DETR en 2016 sur ces 150 millions ? La réforme de la DGF à l'article 58, issue des travaux de notre collègue Christine Pires-Beaune, dont nous aurons l'occasion de débattre le mois prochain, va également dans le bon sens, avec une dotation forfaitaire unique identique pour chaque habitant et des critères plus adaptés aux charges de ruralité et de centralité des communes. Nous gagnons en lisibilité et en justice. Pour ces dernières, la commission permanente du Conseil national de la montagne, que je relais ici, vient d'adopter une motion qui vise à ce que la production de services environnementaux par les territoires soit prise en compte, ainsi que les critères de surface et de longueur de voirie, comme celui de l'altitude en montagne. Nous souhaitons parvenir sur ce point crucial à un consensus solide. Enfin, pour terminer sur les territoires ruraux, le groupe 2RDP propose la prorogation en 2016 du dispositif d'incitation à la fusion de communes par une bonification de 5% de la dotation forfaitaire accordée aux communes nouvelles. Cette bonification a en effet été introduite par la loi du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle. D'un montant pourtant relativement minime en 2015, la DGCL évoque 516 106 €, son extinction dès 2016 pourrait avoir des conséquences contre-productives sur le processus de fusion dans les territoires ruraux, et ce d'autant plus que les services de l'État tardent à transmettre les simulations aux communes candidates. À ce jour, je suis dans un département où certaines simulations n'ont toujours pas été produites. Vous comprendrez que le couperet du 31 décembre 2015 pose un certain problème. Pire, les communes qui veulent rejoindre les communes nouvelles déjà fusionnées, qui seraient protégées par cet amendement, puisque dans ce cas-là, la commune nouvelle se verrait à ce moment-là sortir du dispositif qui est vertueux relatif à la DGF. Donc je crois qu'il est important de légiférer sur ce plan-là, si l'on veut vraiment que les communes fusionnent et avoir des communes nouvelles dans ce pays qui compte 40% des communes de l'Union européenne. Messieurs les ministres, mes chers collègues, je conclurai mon propos sur la taxe sur les transactions financières et la taxe sur le risque systémique. Pour la première, le groupe 2RDP a bien entendu déposé parallèlement le dispositif adopté en commission des finances mercredi, qui vise à intégrer les transactions intraday à l'assiette de notre impôt de bourse nationale au taux de 0,2%. Toutefois, nous ne doutons pas que le gouvernement, qui a toujours été ferme sur l'élargissement de cette assiette au nom des négociations européennes en cours, et qui, nous l'espérons, devrait aboutir en 2017, rejette une telle disposition. Nous avons donc également redéposé celui qui vise modestement, c'est-à-dire sans toucher à l'assiette, à rehausser son taux afin de le rapprocher de celui de la stamp duty britannique, qui rapporte près de 4 milliards de livres par an à la Grande-Bretagne. Concernant la taxe sur le risque systémique, nous proposons également un léger relèvement du taux à l'article 9, qui permettrait à nos plus grandes banques de participer davantage à l'effort de redressement des finances publiques, puisqu'elles ont été épargnées à la fois en l'absence de contrepartie, voire de nationalisation partielle en 2008, lorsque l'État français a mis en œuvre les plans de sauvetage financés par les contribuables, contrairement aux plans de sauvetage réalisés par la plupart des autres États européens, mais également dans la loi de séparation bancaire de juillet 2013, qui a maintenu leur modèle universel en l'état. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Gaby Charroux pour le groupe